Le 2 novembre 2025, une journée de recueillement a soudain changé de trajectoire lorsque la parole a rompu le silence attendu. Au lieu d'un rituel mémoriel, un message frontal a placé les violences faites aux femmes et les inégalités sociales au centre du débat national, comme deux forces opposées entrant en collision. Pourquoi ce moment précis a-t-il pris une portée bien plus large qu'un simple discours officiel? Et pour quelles raisons Ibrahim Traoré a-t-il choisi cette date symbolique pour interpeller toute la société burkinabé? Si ce geste n'était qu'un signal, ses répercussions, elles, semblaient déjà en marche. Le discours du 2 novembre ne proposait pas seulement une vision morale, mais une promesse aux conséquences sociales mesurables. Le bénéfice annoncé est clair et direct: réduire les violences, restaurer la dignité et créer les conditions d'un changement durable. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque structurel, car elle remet en question des normes sociales profondément enracinées, longtemps protégées par le silence collectif. En exposant publiquement ces mécanismes, l'initiative force la société à regarder ses propres contradictions. Ibrahim Traoré engage ainsi un pari délicat. D'un côté, transformer une parole politique en action concrète capable de produire des effets visibles. De l'autre, éviter qu'une remise en cause trop rapide ne provoque un rejet ou une fracture sociale. L'enjeu dépasse la réussite d'une réforme isolée. Il concerne la capacité du pays à redéfinir ce qu'il considère comme acceptable, juste et légitime. La question n'est donc pas seulement de savoir si le changement est nécessaire, mais jusqu'où une société est prête à aller pour l'assumer collectivement. Quelques heures seulement après le discours, un signal inhabituel est apparu dans l'espace public. Pour la première fois depuis longtemps, les radios régionales ont consacré l'ensemble de leurs bulletins aux paroles présidentielles, tandis que des extraits circulaient intensément dans des réseaux communautaires où ces sujets restaient habituellement absents. Ce décalage temporel est révélateur, une réaction quasi immédiate à une simple prise de parole. Ce phénomène ne s'explique pas par l'effet de surprise seul. Il tient à la nature du diagnostic posé. Plutôt que d'énumérer des faits isolés, le discours a exposé des mécanismes profonds qui soutiennent la violence structurelle, en particulier celle exercée contre les femmes. En nommant ces mécanismes, Ibrahim Traoré a déplacé le débat, le faisant passer du registre privé au registre collectif. Ce glissement explique pourquoi le message a trouvé un écho rapide, y compris dans des zones rurales longtemps marquées par le silence. Le contexte historique du Burkina Faso renforce cette lecture. Pendant des décennies, de larges portions du territoire ont fonctionné selon des normes où les femmes occupaient des positions marginalisées, souvent invisibles dans l'espace public. Les crises successives, l'isolement géographique et la fermeture prolongée des écoles ont consolidé ces équilibres fragiles, donnant l'impression que toute transformation était hors de portée. Dans ce cadre, la parole présidentielle agit comme une rupture symbolique, ouvrant une brèche dans un système perçu comme immuable. Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans un rôle particulier, non pas celui d'un réformateur technocratique, mais celui d'un déclencheur de conversation nationale. Ce qui ressort surtout, c'est ceci: la force du discours ne vient pas uniquement de ce qu'il promet, mais du fait qu'il autorise, voire légitime, une prise de parole collective sur des réalités jusque-là refoulées. Ce premier basculement pose une base essentielle. La suite dépendra de la capacité à transformer cette onde initiale en dynamique durable au-delà de l'émotion des premières heures. Ibrahim Traoré n'apparaît pas dans cette séquence comme un dirigeant distant, mais comme un acteur directement connecté aux réalités du terrain. Son parcours militaire et son arrivée au pouvoir dans un contexte de crise ont façonné une image d'homme d'action, plus habitué aux contraintes concrètes qu'aux codes politiques classiques. Cette perception explique en partie pourquoi son discours a été reçu non comme une abstraction, mais comme un appel crédible à l'engagement collectif. Les effets immédiats confirment ce décalage. Dès le lendemain, à Waïgouya, des enseignants ont mis en place des cercles de parole dans les lycées, offrant aux jeunes filles un espace inédit pour évoquer publiquement des sujets longtemps confinés à la sphère privée.
Ces initiatives, spontanées et non coordonnées au niveau central, signalent une appropriation rapide du message. Moment que la parole présidentielle a servi de déclencheur, autorisant des acteurs locaux à agir sans attendre des directives formelles. Dans plusieurs villages du Sahel, des associations communautaires ont relayé les propos, adaptant le message aux réalités locales. Là où les discussions sur les violences faites aux femmes étaient souvent évitées, elles sont devenues audibles. Ce mouvement n'a pas transformé instantanément les pratiques, mais il a modifié le cadre du possible. Parler devient envisageable et cette possibilité constitue déjà un changement. Ibrahim Traoré dépasse ainsi la fonction symbolique du chef d'État pour endosser celle de point d'ancrage narratif. Son rôle n'est pas d'imposer des solutions immédiates, mais de rendre visibles des enjeux que la société peinait à formuler. Le véritable effet précoce réside là. Une redéfinition du seuil de tolérance face au silence. En résumé, la parole a ouvert l'espace de l'action. Avant le 2 novembre, la journée s'inscrivait dans un calendrier prévisible, marqué par le recueillement et une parole officielle sans débordement attendu. Le ton était connu, les réactions anticipées, et l'attention médiatique devait rester contenue. Après le discours, la séquence a suivi une trajectoire différente, structurée en 3 temps distincts: déclenchement, intensification, puis propagation. Le déclenchement est immédiat. Dans les heures qui suivent, les radios régionales modifient leurs grilles habituelles et rediffusent les propos présidentiels en continu. Ce choix éditorial, inhabituel dans un pays souvent décrit comme réservé médiatiquement, agit comme un amplificateur. Le message quitte le cadre institutionnel pour entrer dans le quotidien, accompagné de commentaires, de débats et de reprises partielles. Ibrahim Traoré devient alors le point de référence d'une discussion qui dépasse largement la sphère politique. Le pic intervient lorsque le discours commence à circuler hors des canaux classiques. Des extraits sont partagés dans des réseaux communautaires, notamment dans des zones rurales du Sahel, où ces thématiques restaient jusque-là marginales. La vitesse de diffusion surprend par son ampleur. Ce n'est pas la totalité du message qui est relayée, mais des fragments ciblés, centrés sur la dignité et la dénonciation des violences faites aux femmes. Cette fragmentation joue un rôle clé. Elle rend le propos appropriable, adaptable à différents contextes sociaux. À ce stade, la séquence bascule d'un événement politique vers un phénomène social. Des discussions émergent dans les familles, dans les écoles, au sein des associations locales. Le discours n'est plus seulement commenté, il est interprété. Certains y voient une rupture nécessaire, d'autres une remise en cause trop brutale des équilibres traditionnels. Cette polarisation reste diffuse, mais elle marque une montée en intensité du débat public. Les résonances apparaissent dans les jours suivants, lorsque les premières initiatives concrètes sont rendues visibles. Des cercles de parole s'organisent dans des établissements scolaires, des associations communautaires relaient le message, et les ministères concernés annoncent des actions ciblées dans l'éducation et la santé. Ces annonces ne constituent pas encore une transformation structurelle, mais elles traduisent une volonté de continuité entre la parole et l'action. Ibrahim Traoré occupe alors une position charnière. Il n'est plus seulement l'auteur d'un discours, mais le repère autour duquel s'articulent attente, espoir et crainte. La chronologie révèle un enchaînement précis. Une parole qui rompt le cadre, une diffusion accélérée, puis une série de réponses institutionnelles et locales. Ce schéma explique pourquoi l'événement dépasse son point de départ. La dynamique reste toutefois fragile. La vitesse du basculement crée autant d'adhésion que de résistance potentielle. Le déroulé des événements montre une chose essentielle. Le discours a ouvert une séquence irréversible, mais sa trajectoire finale dépendra de la capacité à transformer cette onde initiale en politique durable sans provoquer de rupture sociale incontrôlée. Avant les premières mesures, la situation se caractérisait par des indicateurs structurels défavorables, en particulier pour les femmes dans les zones rurales. L'accès à l'éducation secondaire restait limité. Les services de santé maternelle étaient inégalement répartis et les opportunités économiques féminines demeuraient marginales. Ce niveau initial sert de point de référence pour comprendre la portée des évolutions observées après l'intervention présidentielle. Le premier indicateur concerne l'éducation. Entre 2025 et 2026, l'inscription des filles dans les écoles secondaires rurales a progressé de 25%. Ce chiffre
ne décrit pas seulement une hausse administrative. Il reflète un changement de comportement au sein des familles qui commencent à considérer la scolarisation prolongée des filles comme un investissement plutôt qu'une transgression des normes établies. L'effet mesuré indique que la parole politique, combinée à des dispositifs de soutien, peut modifier des décisions prises au niveau domestique. Le deuxième indicateur porte sur la santé. En 2027, la mortalité maternelle recule de 18%. Cette baisse intervient dans un contexte historiquement marqué par un accès limité aux soins, notamment dans les régions éloignées. L'ouverture de nouveaux centres de santé et la formation de sages-femmes expliquent en partie cette évolution. Le delta observé suggère que des interventions ciblées peuvent produire des résultats rapides, même dans des environnements contraints, lorsque les infrastructures minimales sont renforcées. Le troisième indicateur touche à l'économie. Entre 2026 et 2028, plus de 50 000 femmes accèdent à un emploi dans des usines de transformation nouvellement créées. Cette donnée dépasse la simple création d'emplois. Elle signale une modification de la structure économique rurale où les femmes passent d'un rôle essentiellement informel à une participation salariale reconnue. L'impact est double: augmentation du revenu des ménages et redistribution progressive du pouvoir économique au sein des communautés. Ces trois mesures, prises ensemble, dessinent une trajectoire cohérente. Elles montrent un passage du discours à des effets observables, même si ces effets restent partiels et inégalement répartis. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme l'unique cause, mais comme le catalyseur d'une dynamique où politique publique et réaction sociale s'entrecroisent. Cependant, ces chiffres ne garantissent pas la durabilité du changement. Ils constituent des signaux précoces, soumis à des variables externes comme la stabilité politique, l'adhésion locale et la continuité institutionnelle. Le basculement mesuré est réel, mais il demeure réversible. L'enjeu central devient alors la capacité à consolider ces gains sans provoquer de résistance accrue, afin que les deltas observés s'inscrivent dans une tendance longue plutôt que dans une parenthèse statistique. Les réformes engagées à la suite du discours du 2 novembre suscitent des lectures contrastées qu'il convient d'examiner sans les caricaturer. Le premier argument avancé par les partisans du changement repose sur une logique de développement. Selon eux, investir dans l'éducation des filles, la santé maternelle et l'autonomie économique féminine n'est pas un choix idéologique, mais une condition pragmatique pour sortir durablement de la pauvreté. Les indicateurs observés sont interprétés comme des preuves que la réduction des inégalités produit des effets systémiques bénéfiques, tant sur la cohésion sociale que sur la résilience économique. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît comme l'initiateur d'un réalignement nécessaire entre justice sociale et performance collective. Un second argument favorable insiste sur la dimension générationnelle. Les soutiens des réformes estiment que les résistances actuelles sont transitoires et qu'une jeunesse plus exposée à l'éducation et au débat public intégrera progressivement ces nouvelles normes. Le changement est alors perçu comme inévitable et tout retard serait assimilé à un coût supplémentaire pour le pays en termes de santé publique, d'exclusion sociale et de crédibilité institutionnelle. Face à ces positions, l'opposition conservatrice formule des objections structurées. Elle ne nie pas l'existence des problèmes, mais alerte sur la vitesse du processus. Pour ses représentants, une remise en cause trop rapide des rôles traditionnels risque de fragiliser des équilibres sociaux déjà précaires. Dans certaines communautés rurales, ces normes jouent encore un rôle de régulation, et leur transformation abrupte pourrait provoquer des tensions ouvertes, voire un rejet des politiques publiques associées. Cette critique souligne un risque réel, celui d'un décalage entre l'intention nationale et l'acceptation locale. La réponse à ces objections ne consiste pas à les écarter, mais à les intégrer dans l'analyse. Les données disponibles suggèrent que les avancées mesurées coexistent avec des résistances persistantes. Ibrahim Traoré se trouve ainsi face à un arbitrage central: maintenir l'élan du changement tout en modulant son rythme afin que la transformation sociale reste inclusive et cumulative plutôt que conflictuelle. Le débat ne porte donc pas
sur la nécessité du changement, mais sur la manière de le rendre soutenable dans le temps. Après les réactions sociales et locales, un changement plus profond apparaît lorsque l'initiative quitte le registre symbolique pour entrer dans celui des structures formelles. L'annonce de la création d'une commission nationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, en partenariat avec des acteurs internationaux, marque ce moment charnière. Elle signale que la dynamique enclenchée n'est plus seulement tolérée, mais intégrée dans l'architecture de l'État. Ce passage est décisif. Il transforme une parole politique en cadre d'action durable, avec des responsabilités identifiées et des mécanismes de suivi. Pour la première fois, la question des violences structurelles n'est plus traitée comme un problème périphérique, mais comme un enjeu transversal reliant éducation, santé et cohésion sociale. Cette institutionnalisation réduit le risque que l'élan initial se dissolve dans l'émotion. Ibrahim Traoré change alors de posture aux yeux du public. Il n'est plus uniquement le catalyseur d'un débat, mais le garant d'un processus. Cette évolution modifie aussi les attentes. L'opinion ne juge plus seulement l'intention, mais la capacité à produire des résultats mesurables. Le point d'inflexion réside là, dans le déplacement du regard collectif, de la promesse vers la mise en œuvre. À partir de ce moment, la trajectoire du pays dépend moins du discours fondateur que de la cohérence entre institutions, acteurs locaux et réalités sociales. Les effets des réformes engagées ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déclinent différemment selon les groupes sociaux, révélant à la fois des avancées tangibles et des zones de friction persistantes. Cette lecture par catégorie permet de mesurer la portée réelle du basculement amorcé. Pour les institutions publiques, la première conséquence est une réorientation des priorités. Les ministères de l'Éducation et de la Santé sont contraints d'articuler leurs actions autour d'objectifs transversaux en intégrant la question des violences et de l'égalité comme des paramètres centraux. Cette coordination accrue améliore la lisibilité des politiques publiques, mais elle expose aussi l'État à une exigence nouvelle de résultats. La parole présidentielle associée à Ibrahim Traoré crée une attente qui réduit la marge d'inaction institutionnelle. Du côté des communautés locales, les effets sont plus ambivalents. Dans certaines zones rurales, l'ouverture d'espaces de discussion et l'accès accru à l'éducation féminine renforcent la cohésion sociale. Les familles constatent des bénéfices directs, notamment en matière de santé et de stabilité économique. Ailleurs, ces mêmes évolutions provoquent en des tensions lorsque les normes traditionnelles sont perçues comme menacées. Le changement produit alors une phase d'ajustement où l'adhésion et la résistance coexistent. Pour les femmes, les conséquences sont les plus visibles. L'accès élargi à l'éducation secondaire, la diminution de la mortalité maternelle et l'entrée sur le marché du travail formel modifient progressivement les trajectoires individuelles. Ces avancées ne signifient pas une égalité immédiate, mais elles déplacent les frontières du possible. La capacité à générer un revenu et à poursuivre des études renforce l'autonomie, tout en redéfinissant les rapports au sein des foyers et des communautés. Les jeunes, enfin, constituent un groupe clé dans cette dynamique. Exposés à un discours public inédit et à des opportunités nouvelles, ils deviennent des vecteurs de diffusion du changement. Leur adhésion partielle aux nouvelles normes crée un effet d'entraînement, mais aussi un décalage générationnel susceptible d'alimenter des incompréhensions. Cette fracture potentielle reste un enjeu majeur à gérer. Ibrahim Traoré se situe au point de convergence de ces effets. Les conséquences concrètes montrent que le discours initial a déclenché une série de transformations différenciées, parfois contradictoires. L'enjeu n'est plus de savoir si le pays change, mais comment ces changements peuvent être harmonisés pour éviter que les bénéfices observés ne soient contrebalancés par des tensions durables. À court et moyen terme, l'évolution engagée peut suivre plusieurs chemins distincts, selon la vitesse de mise en œuvre, le degré d'adhésion sociale et la capacité des institutions à absorber le changement. 3 scénarios se dessinent, sans présumer d'un résultat unique. Le scénario central, le plus probable, repose sur une progression graduelle. Les réformes continuent d'avancer sans rupture majeure. L'éducation des filles poursuit sa dynamique, soutenue par l'ouverture d'établissements et des mécanismes d'accompagnement des familles rurales. Les services de santé se renforcent lentement
avec une amélioration continue mais inégale de l'accès aux soins. Les résistances sociales persistent, mais elles sont contenues par un dialogue local et une appropriation progressive des nouvelles normes. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré consolide l'élan initial sans provoquer de choc frontal, au prix d'une transformation plus lente. Le scénario optimiste suppose un effet d'entraînement amplifié. Les résultats initiaux renforcent la légitimité des réformes, ce qui facilite leur extension. Les investissements éducatifs et sanitaires gagnent en cohérence et les initiatives économiques attirent de nouveaux partenaires. Le pays acquiert alors une visibilité régionale accrue, devenant un point de référence pour d'autres États confrontés à des défis similaires. L'adhésion sociale s'élargit, notamment parmi les jeunes générations, réduisant progressivement les résistances culturelles. Le scénario de tension, enfin, envisage un ralentissement marqué. Les oppositions conservatrices se structurent davantage, en particulier dans certaines zones rurales. Les politiques publiques rencontrent des obstacles d'application et les bénéfices observés peinent à se généraliser. Le débat public se polarise, transformant la question sociale en enjeu identitaire. Dans ce cas, les avancées ne disparaissent pas, mais elles stagnent et le coût politique du changement augmente. Ces trajectoires ne sont pas exclusives, des éléments de chacune peuvent coexister selon les territoires et les secteurs. La variable déterminante reste la capacité à ajuster le rythme des réformes. Si l'équilibre est trouvé entre ambition et acceptabilité, la dynamique enclenchée pourra s'inscrire dans la durée. À défaut, le pays risque de voir l'élan initial se fragmenter. Au-delà des indicateurs et des trajectoires macrosociales, les réformes trouvent leur traduction la plus concrète dans le quotidien des individus. Pour de nombreuses jeunes filles, l'accès élargi à l'éducation secondaire modifie l'horizon des possibles. Là où l'avenir semblait autrefois limité à des choix restreints, la poursuite des études devient une option crédible. Cette évolution n'efface pas les contraintes, mais elle introduit une alternative durable, susceptible d'influencer les décisions familiales sur le long terme. Pour les familles rurales, les changements se manifestent de manière plus pragmatique. L'amélioration de l'accès aux soins et l'entrée de femmes sur le marché du travail formel apportent une stabilité économique relative. Les revenus générés contribuent aux dépenses essentielles, réduisant la vulnérabilité face aux chocs sanitaires ou alimentaires. Ces ajustements, parfois discrets, transforment progressivement les dynamiques domestiques et la répartition des responsabilités. Les jeunes hommes sont également concernés, bien que de façon indirecte. L'émergence d'un débat public sur l'égalité et la dignité redéfinit les attentes sociales à leur égard. Certains perçoivent ces évolutions comme une remise en question, d'autres comme une opportunité de construire des relations plus équilibrées. Cette diversité de réactions souligne que le changement n'est ni uniforme ni instantané. Ibrahim Traoré apparaît ici en filigrane, non comme un acteur omniprésent, mais comme le déclencheur d'un cadre dans lequel ces transformations deviennent pensables. L'impact sur la vie quotidienne révèle une réalité essentielle. Les réformes prennent sens lorsqu'elles se traduisent en expériences vécues. C'est à ce niveau que se joue leur acceptation réelle. Pour que la dynamique engagée produise des effets durables, une structuration claire des actions devient indispensable. La première étape concerne l'éducation. Il s'agit d'étendre l'offre d'enseignement secondaire dans les zones rurales, tout en accompagnant les familles par des dispositifs de soutien ciblés. L'objectif n'est pas seulement l'ouverture d'écoles, mais la continuité des parcours scolaires, mesurée par la rétention et l'achèvement des cycles. La deuxième étape porte sur la santé maternelle. Les centres récemment ouverts doivent être consolidés par une formation continue du personnel et un approvisionnement régulier en équipements essentiels. Des évaluations périodiques permettent d'ajuster les dispositifs et d'identifier rapidement les zones où l'impact reste limité. La mesure de la qualité des soins devient ici un indicateur clé, au-delà de la simple présence d'infrastructures. La troisième étape concerne l'autonomie économique. L'extension des programmes de transformation et de production doit s'accompagner de formations professionnelles adaptées afin que les femmes puissent non seulement occuper des emplois, mais aussi accéder à des fonctions de gestion. Le suivi de ces initiatives repose sur des indicateurs simples.
stabilité des emplois, revenus générés et intégration dans l'économie locale. À ces axes sectoriels s'ajoute un levier transversal, la concertation communautaire. La mise en place de comités locaux mixtes permet de recueillir les résistances, d'ajuster le rythme des réformes et de prévenir les tensions. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le garant d'un cadre où l'action publique reste connectée aux réalités sociales. Cette feuille de route ne promet pas une transformation immédiate. Elle définit un chemin mesurable, où chaque étape conditionne la suivante. La réussite dépendra moins de l'annonce initiale que de la capacité à maintenir une cohérence dans le temps. Le fil conducteur de cette séquence renvoie à une image initiale. Une parole prononcée un jour de commémoration, devenue point de départ d'un mouvement plus vaste. Ce rappel n'est pas anecdotique. Il souligne la manière dont un moment symbolique peut se transformer en référence collective lorsque le contexte social est prêt à l'accueillir. Les initiatives locales, les ajustements institutionnels et les débats publics observés depuis lors s'inscrivent dans cette continuité. Ibrahim Traoré apparaît ici comme la figure qui a cristallisé une attente diffuse. Il n'a pas créé à lui seul les aspirations au changement, mais il leur a donné une forme lisible et un espace d'expression. Cette distinction est essentielle pour comprendre la portée du processus. La transformation ne repose pas uniquement sur un individu, mais sur l'appropriation progressive par la société. Les récits individuels, qu'ils proviennent des écoles, des centres de santé ou des foyers ruraux, témoignent d'un déplacement lent mais perceptible des repères. La force de cette dynamique tient à sa dimension humaine. Elle se mesure moins par des déclarations que par des gestes répétés, parfois modestes, qui redéfinissent les attentes et les possibilités. Le moment fondateur n'est donc pas figé dans le passé. Il continue d'agir comme un rappel constant, le changement s'enracine lorsqu'il est partagé, à retenir. Une parole peut ouvrir un avenir commun. La séquence ouverte le 2 novembre ne se referme pas avec les premières réformes, ni avec les débats qu'elles ont suscités. Elle se prolonge dans la manière dont chaque acteur social choisit d'y répondre. Les institutions peuvent affiner leur politique, les communautés ajuster leurs pratiques, et les individus réinterroger leurs habitudes. Aucun de ces gestes n'est isolé. Ensemble, ils façonnent la trajectoire collective. L'enjeu n'est pas l'adhésion uniforme, mais la participation consciente. Soutenir des initiatives locales, encourager le dialogue au sein des familles, ou simplement reconnaître publiquement des sujets longtemps tus, contribue à consolider les avancées. Cette implication graduelle réduit les tensions et renforce l'appropriation sociale du changement. Elle transforme une réforme perçue comme imposée en un processus partagé. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré reste un repère symbolique, mais la suite dépend surtout de la capacité de la société à s'emparer de l'espace ouvert. Le futur ne se décrète pas, il se construit par une accumulation de choix quotidiens, parfois discrets, mais décisifs. La question demeure ouverte, sans injonction ni certitude. Comment chacun peut-il, à son échelle, contribuer à rendre ce changement durable et inclusif ?